Pendant que tout le monde regarde les missiles, les négociations, les déclarations diplomatiques, les marchés financiers, eux, ont déjà pris leur décision. Et cette décision, elle te concerne directement. Que tu aies un portefeuille d'investissement ou pas. Que tu t'intéresses à la géopolitique ou pas. Parce que ce qui se joue en ce moment entre l'Iran et les États-Unis n'est pas une simple tension militaire, c'est un mécanisme économique silencieux qui redistribue des milliards de dollars à travers la planète. Et la question que tu devrais te poser ce soir, ce n'est pas « est-ce qu'il va y avoir une guerre ?» La vraie question, c'est « qui gagne de l'argent pendant que les autres ont peur ?» Commençons par un fait que très peu de gens comprennent vraiment. Chaque fois que la tension monte dans le golfe Persique, il y a une variable qui réagit avant tout le monde, avant les indices boursiers, avant les devises, avant même l'or, c'est le prix du pétrole. Et ce n'est pas un hasard. Le détroit d'Ormuz, ce corridor maritime étroit entre l'Iran et la péninsule arabique, concentre à lui seul environ 20% du commerce mondial de pétrole. 20%, en un seul point. Si ce détroit est bloqué, perturbé ou simplement menacé de l'être, c'est l'ensemble du système énergétique mondial qui tremble. Et les marchés, eux, n'attendent pas que quelque chose se passe. Ils anticipent, ils bougent sur la perception du risque, pas sur les faits. C'est précisément ce qui est en train de se produire en ce moment. Les contrats à terme sur le brut Brent ont enregistré une hausse notable dès les premières heures, suivant l'escalade des dernières déclarations entre Téhéran et Washington. Ce n'est pas de la spéculation gratuite, c'est le marché qui intègre une prime de risque géopolitique. Cette prime, les analystes l'appellent le Geopolitical Risk Premium. Elle s'ajoute au prix fondamental du baril et peut représenter entre 5 et 15 dollars par baril, selon l'intensité perçue du conflit. Et en ce moment, cette prime est en train de gonfler, silencieusement, progressivement, mais sûrement. Maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que ça change concrètement pour toi? Si tu es en Europe, tu le sens déjà à la pompe. L'Europe importe massivement son énergie. Et contrairement aux États-Unis, qui sont devenus producteurs nets de pétrole grâce au schiste, l'Europe est vulnérable. Chaque dollar de hausse sur le baril se répercute mécaniquement sur les prix à la consommation. Et dans un contexte où les banques centrales européennes essaient désespérément de maîtriser l'inflation, un choc pétrolier externe est exactement le scénario catastrophe qu'elles ne veulent pas. Parce qu'elles ne peuvent pas y répondre avec leurs outils habituels. Tu ne combats pas une inflation importée en montant les taux. Tu étrangles juste ton économie sans résoudre le problème. Et c'est là que le paradoxe commence à apparaître. Les États-Unis se retrouvent dans une position unique, presque inconfortable à admettre. D'un côté, Washington est en confrontation directe avec Téhéran. De l'autre, une montée du prix du pétrole profite directement aux producteurs américains. Les grandes compagnies pétrolières américaines, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, voient leurs marges exploser quand le baril monte. Leurs actions performent. Les revenus fiscaux liés à l'industrie énergétique augmentent. C'est une réalité économique froide et inconfortable, mais c'est la réalité. La tension géopolitique dans le Golfe génère une redistribution massive de valeur, et une partie de cette valeur atterrit dans les caisses américaines. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a un acteur que presque personne ne mentionne dans cette équation, la Chine. La Chine est le premier importateur mondial de pétrole iranien. Depuis le retour des sanctions américaines, Pékin a continué d'acheter du brut iranien, souvent à prix réduit, via des circuits parallèles. Ce pétrole discount permet à la Chine de maintenir ses coûts énergétiques bas, ce qui donne à son industrie un avantage compétitif réel sur les marchés mondiaux. Si la tension entre l'Iran et les États-Unis monte au point de perturber ses flux, la Chine perd un avantage stratégique majeur. Et ça, Pékin le sait. C'est pourquoi la position chinoise dans ce dossier n'est jamais vraiment neutre. Elle est calculée, économiquement calculée. Qu'est-ce que tu ferais à la place de Pékin dans cette situation? Sérieusement, réfléchis une seconde à la position dans laquelle se trouve la Chine. C'est ce genre de questions qui méritent vraiment d'être posées, et j'aimerais vraiment lire tes réflexions en commentaire. Revenons maintenant au marché financier, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Dans les périodes de stress géopolitique au Moyen-Orient, on observe historiquement ce qu'on appelle un flight to safety. Les investisseurs fuient les actifs risqués et se ruant vers des valeurs refuges. L'or en premier, le franc suisse, le yen japonais, les obligations d'État américaines. Ce comportement crée des mouvements de marché massifs qui n'ont rien à voir avec les fondamentaux économiques réels. Ce sont des mouvements de peur. Et la peur, en finance, crée des inefficiences, des prix qui ne reflètent plus la réalité. Et pour ceux qui savent lire ces signaux avant les autres, ces inefficiences sont exactement là où se cachent les opportunités. Si tu regardes ce qui se passe depuis quelques jours sur le cours de l'or, tu vois déjà les premiers signes de ce mouvement. Le métal jaune a repris de la hauteur au moment précis
où les déclarations entre Washington et Téhéran se sont durcies. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le baromètre de la peur mondiale. Et en ce moment, ce baromètre monte. D'ailleurs, abonne-toi si ce type d'analyse te parle, parce qu'on décrypte chaque semaine ces dynamiques que les médias traditionnels n'expliquent jamais vraiment. Parlons maintenant d'un angle que presque personne ne couvre. Les compagnies d'assurance maritime. Ça peut sembler obscur, mais c'est un indicateur extraordinairement précis du niveau de risque réel perçu par les acteurs économiques. Quand les tensions montent dans le Golfe, les primes d'assurance pour les navires traversant le détroit d'Ormuz explosent. Les armateurs le savent, les traders de matières premières le savent. Et quand ces primes atteignent certains niveaux, certains navires décident simplement de ne plus passer. Ce ne sont pas des décisions politiques, ce sont des décisions purement économiques. Et leurs effets sur l'approvisionnement mondial en énergie sont immédiats et concrets. On a déjà vu ce mécanisme s'activer en 2019 lors des attaques sur des pétroliers dans le golfe d'Oman. En quelques heures, les primes d'assurance maritime avaient été multipliées par 10 sur certaines routes, 10 fois. C'est le genre de chiffre qui te donne une idée de la réalité économique derrière les titres de presse. Et maintenant, imagine, non, ne l'imagine pas, regarde les données, ce qui se passe si cette dynamique se réactive aujourd'hui dans un contexte de marché déjà fragilisé. Parce que c'est précisément le contexte dans lequel nous sommes. Les marchés financiers entrent dans cette période de tension avec des bilans déjà compliqués. Les taux d'intérêt restent élevés des deux côtés de l'Atlantique. La croissance mondiale est en ralentissement. La consommation américaine montre des signaux d'essoufflement. Et les marchés actions, notamment aux États-Unis, sont valorisés à des niveaux historiquement élevés par rapport aux bénéfices réels des entreprises. Ce qu'on appelle le ratio prix-bénéfice est tendu, très tendu. Ce qui signifie qu'un choc externe, un choc comme une escalade sévère dans le Golfe, pourrait déclencher une correction bien plus violente que ce que les marchés anticipent actuellement. Est-ce que c'est inévitable ? Non. Mais est-ce que c'est le scénario que les gestionnaires de risque les plus sérieux sont en train de modéliser ce soir ? Absolument oui. Et c'est exactement là que se trouve la vraie information. Pas dans les déclarations officielles, pas dans les tweets des officiels, pas dans les analyses de surface, mais dans les positions que prennent discrètement les grands fonds. Dans les mouvements sur le marché des options, où les acteurs sophistiqués achètent des protections contre une chute des marchés. Dans les données sur les flux vers les fonds monétaires, qui ont enregistré des entrées massives ces dernières semaines, ce sont ces signaux-là qui racontent la vraie histoire. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as ajusté ton positionnement ces derniers temps face à ce contexte ? C'est une vraie question que je te pose, pas rhétorique, parce que je suis curieux de savoir comment vous, qui regardez ce type de contenu, vous gérez votre exposition au risque en ce moment. Maintenant, parlons du dollar, parce que c'est peut-être la pièce la plus sous-estimée de tout cet échiquier. Dans une crise géopolitique de cette nature, le dollar américain tend à se renforcer, mécaniquement, parce que c'est la monnaie de réserve mondiale, parce que les investisseurs du monde entier convertissent leurs actifs en dollars quand la peur monte. Mais ce renforcement du dollar a des conséquences directes et souvent brutales sur les économies émergentes. Turquie, Égypte, Pakistan, Argentine, des pays qui ont des dettes libellées en dollars et qui importent du pétrole en dollars. Pour eux, un dollar fort combiné à un pétrole cher, c'est une double peine. Leurs réserves de change s'épuisent plus vite. Leur capacité à rembourser leurs dettes s'érode. Et dans certains cas, ça peut déclencher des crises économiques qui semblent déconnectées du conflit géopolitique initial, mais qui en sont en réalité la conséquence directe. C'est ce qu'on n'explique presque jamais dans les médias grand public. La chaîne de transmission économique entre une tension dans le Golfe Persique et une crise de liquidité dans un pays d'Afrique ou d'Asie du Sud. Et pourtant, elle est assez réelle. Elle est documentée. Et elle touche des centaines de millions de personnes. Voilà pourquoi la finance internationale n'est jamais locale. Elle est toujours globale. Revenons maintenant à une dimension que très peu d'analystes prennent le temps de quantifier. Le coût de l'incertitude elle-même. En économie, on parle de ce qu'on appelle uncertainty premium. C'est le coût que les entreprises intègrent dans leurs décisions d'investissement quand l'environnement est trop imprévisible. Et en ce moment, ce coût est en train d'augmenter silencieusement. Des entreprises qui devaient décider de nouveaux projets d'expansion au Moyen-Orient les mettent en pause. Des contrats commerciaux qui devaient être signés sont repoussés. Des chaînes d'approvisionnement qui passaient par certaines routes maritimes sont en train d'être réexaminées. Tout ça coûte de l'argent. Tout ça ralentit la croissance. Et tout ça n'apparaît jamais dans un seul titre de presse fracassant. Ça s'accumule silencieusement, semaine après semaine, jusqu'au jour où les chiffres de croissance déçoivent, et que tout le monde se demande pourquoi. C'est le coût caché de la tension géopolitique. Et il est massivement sous-estimé. Il y a une dernière dimension à explorer, et c'est peut-être la plus importante pour les mois à venir.
Les négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis ont une valeur économique que les marchés n'intègrent pas encore pleinement. Si un accord était trouvé, quelle que soit sa forme, il permettrait potentiellement de remettre sur le marché mondial entre 1 et 2 millions de barils de pétrole iranien par jour. Dans un marché où chaque baril compte, c'est une pression à la baisse massive sur les prix du pétrole. Ce serait une bouffée d'oxygène pour les économies importatrices, ce serait une pression sur les marges des producteurs américains. Ce serait un réalignement complet des flux commerciaux dans le secteur énergétique, et ce serait un événement que les marchés n'ont absolument pas prissé. L'opportunité ou le piège, c'est précisément ça. Parce que si tu te positionnes sur l'énergie, en pensant que la tension va durer, et qu'un accord surprise est annoncé demain matin, les actifs pétroliers peuvent corriger brutalement. Et si tu sous-pondères l'énergie en pensant que tout va se calmer et que la situation dégénère, tu rates un des mouvements sectoriels les plus puissants de l'année. C'est le dilemme que des milliers de gestionnaires de fonds sont en train de vivre en ce moment même. Opportunité ou piège, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Franchement, c'est le genre de débat qui mérite d'être eu. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans un moment de marché exceptionnel. Pas au sens positif du terme nécessairement, mais au sens de singulier, de rare, de chargé en conséquence. Les prochaines semaines vont générer des mouvements sur les marchés qui vont créer des perdants et des gagnants. Et la différence entre les deux, comme toujours, ne sera pas la chance. Ce sera la compréhension des mécanismes, la capacité à lire les bons signaux, et la discipline de ne pas réagir à l'émotion collective. Parce que les marchés se nourrissent de la peur des autres. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Et ils continueront de fonctionner comme ça. Ceux qui comprennent cette dynamique ne regardent pas les mêmes choses que les autres. Ils ne lisent pas les mêmes titres. Ils ne posent pas les mêmes questions. Et à long terme, ils ne prennent pas les mêmes décisions financières. Tu fais partie de ceux qui comprennent, sinon tu ne serais pas encore là à regarder cette vidéo. Alors la vraie question ce soir, c'est la suivante. Maintenant que tu sais tout ça, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu restes en observation? Est-ce que tu rééquilibres ton exposition? Est-ce que tu te couvres contre le risque? Écris-le en commentaire. Je lis tout. Et les réponses que vous laissez m'aident aussi à calibrer les prochaines analyses pour qu'elles soient encore plus utiles pour toi. La situation entre l'Iran et les États-Unis n'est pas qu'une affaire de diplomatie, c'est un accélérateur économique, un révélateur de fragilité mondiale, un test de résistance pour les marchés. Et comme tous les tests de résistance, il distingue ceux qui ont compris la structure du système de ceux qui découvrent son existence le jour où elle se fissure.